Pensez à valoriser des projets ou des gens ou des populations de la même localité ou d'un même quartier se réunissent notamment pour faire une œuvre utile pour leur quartier. Pensez à valoriser ce travail-là. C'est l'œuvre donc de Monsieur Nazé, donc Herman Nazé, qui est homme de médias, qui a pensé à ce projet-là et qui l'a matérialisé puisqu'il a organisé Bâtisseurs des cités, qui est ce projet-là qui consiste notamment à valoriser le travail de ses habitants d'un même quartier. On va en parler aujourd'hui à travers la rubrique invité du jour puisque Herman Nazé est notre invité du jour et sera là pour partager avec nous donc l'objectif et la vision d'un tel projet qui s'est matérialisé puisque la première édition s'est achevée. Ça sera tout à l'heure. Avant ça, vous aurez la revue de presse avec Alphonse Ouedraogo. Ça sera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, je vous rappelle que cette semaine, nous sommes installés à Isuka pour vous faire découvrir notamment le palais Maasmé d'Isuka à travers la rubrique à la découverte de Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous. On va aller tout de suite et maintenant pour la première rubrique. Et bien sûr, nous sommes installés à Koudgou, plus précisément dans l'un des plus anciens quartiers de Koudgou, le quartier Isuka, pour découvrir le palais royal qui sert en même temps de site touristique parce que ce palais a été construit en alliant modernité et tradition. C'est un palais construit d'ailleurs à niveau et un palais au sein duquel on peut retrouver un musée, c'est-à-dire le musée Ragnimi, donc d'Isuka. On va découvrir tout ça en témoignage et en image à travers cet élément. À l'intérieur de ce palais, il y a le musée dénommé Musée Ragnimi et nous allons vous parler également de ce musée. Rappelons pour commencer que Koudgou est une ville du Burkina située à environ 110 km de Ouagadougou. Au cœur de la cité du Cavalier Rouge se dresse un site majestueux. Il s'agit du palais royal de Naba Saga Ier dans le quartier Isuka. Et le quartier Isuka est le premier quartier de Koudgou. Plus qu'un simple site d'admiration, il englobe en son sein un nid de richesse culturelle, ce qui fait de lui une perle de la ville de Koudgou. Et c'est dans ce quartier que se trône le palais de Nabasaka Ier, chef d'Isuka. Concernant l'architecture de ce palais, notons que le palais d'Isuka constitue un ensemble architectural traditionnel bâti à matériaux locaux. Tout le bâtiment est rehaussé par l'éclat des peintures multicolores et de couleurs artistiques dorées. C'est un bâtiment à niveau construit en banco qui a plusieurs pièces. Le palais est un véritable temple qui retrace l'histoire de la région du centre-ouest. Il est essentiellement composé de 3 pièces dont le couloir de la paix, la salle du chef où il reçoit les visiteurs et dans laquelle il ne communique que dans les langues des ancêtres et enfin la salle des rois. Ainsi, dans la cour, on distingue des constructions traditionnelles faites de terre et de toits en chaume. On y trouve également des grillés, des peintures et des divers ornements. En plus, les visiteurs peuvent y voir les différentes statuettes de l'empereur des Moussé, de Naba Bango, du Lale Naba Sanam de Koudgou, du pharaon d'Égypte et du roi du Japon. Nous vous proposons aujourd'hui un zoom sur le musée Ragnimi qui se trouve au sein du palais d'Isuka. Inauguré en juin 2010, le musée de Ragnimi proposait à ses débuts des objets, 29 collections au total. Mais depuis récemment, il offre à ses visiteurs le plaisir de contempler des œuvres d'art, des collections anciennes et des outils de guerre. Ce qui leur permet d'ailleurs de comprendre la vie des ancêtres africains, surtout burkinabés et précisément de cette localité. Le musée de Ragnimi est le seul musée de la région qui se trouve au bord des rives d'un lac, celui du Bouk-Yemdé. Il propose également des expositions temporaires pour mettre en lumière les pans de l'histoire régionale de 2 grands peuples de la localité, à savoir les Gouroussi et les Mossi. Selon le gérant du site, Patrick Roussi, de nationalité française, l'objectif du palais d'Isuka est de valoriser les matériaux traditionnels et de lutter contre la déforestation. Il explique que le palais n'est pas un lieu d'habitation, mais un espace destiné aux activités de la chefferie traditionnelle. Durant cette semaine, nous vous installons dans la cité du Cavalier Rouge pour découvrir le palais d'Isuka et son musée qui se trouve à l'intérieur du palais.
Merci de votre attention concernant la rubrique à la découverte d'eux. Et je vous rappelle encore que si tout va bien, Inch'Allah, nous serons donc à Koudgou demain à l'occasion du Nabaska du chef d'Issouka. Nous serons là pour vous présenter un numéro spécial de Bonjour le Faso. Ça sera en direct du palais Masme d'Issouka. Donc demain à partir de 7h30, vous avez rendez-vous avec nous. Merci. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite. Nouvelle fidèle téléspectateur de Bonjour le Faso. À l'occasion du Nabaska de Nabasaga 1er, chef d'Issouka, nous avons décidé de vous proposer un numéro spécial de cette émission. Alors, rendez-vous le 31 janvier 2025 à partir de 7h30 sur Savan TV pour suivre un numéro spécial Bonjour le Faso en direct du palais Masmen de Nabasaga 1er. Alors, ne ratez surtout pas le rendez-vous. Et comme nous avons le plaisir d'être avec Nabasaga 1er, chef d'Issouka, nous allons bien sûr passer aux salutations. Bonjour à vous, Naba. Bonjour, madame la journaliste de Savan Média. Et merci d'être venue à Issouka, à Koudougou. Merci à vous. Alors, Naba, nous serons là pour une émission spéciale donc à l'occasion de votre Nabaska. Quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs de Savan TV? Mon message est simple. Pendant 20 ans de ma chefferie, j'ai donné du temps aux enfants afin qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la culture. Et j'ai donné aussi du temps à la communauté. Donc le thème c'est 20 ans au service des enfants et de la communauté. Je serai très heureux de vous avoir à mes côtés pendant tous ces jours et que le jour du 1er février, vous puissiez vivre grâce à Savan Média mes sorties, mon message et tout ce que j'ai à dire au peuple burkinabé afin que la culture puisse aider à consolider la paix, à faire en sorte que le développement se fasse sans égratignure, en prenant en compte un peu tous nos besoins depuis la tradition jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à vous, Nabasaga 1er. Je rappelle que Nabasaga est le chef d'Issouka. Nous, on se donne rendez-vous vendredi à partir de 7h30. Donc, vendredi 31 janvier à partir de 7h30 jusqu'à 9h pour vivre un numéro spécial de Bonjour le Faso depuis, bien sûr, le palais d'Issouka. Allez, merci les téléspectateurs et à vendredi. À vendredi. Et nous, on dira à demain pour ce numéro spécial de Bonjour le Faso, puisque c'est demain que nous serons à Issouka, à Koudgou, pour notamment s'installer au palais d'Issouka de Nabasaga 1er pour vous présenter Bonjour le Faso. Pour la suite, en attendant, nous poursuivons à travers la revue de presse. Nous recevons pour aujourd'hui Alphonse Ouedraogo qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à toi, Madame Nikiema. Bonjour à toutes et à tous. On va d'abord découvrir les titres des journaux. Et je commence avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. Dans sa parution du jour, nous parle ce matin. La lutte contre le terrorisme est écrit. Le fonds de soutien patriotique renouvelé pour un an. Des agents de la Sofitex incarcérés, c'est toujours donc... dans l'Express du Faso, dans sa rubrique Autant le dire, le journal a écrit ce que ne dit pas le communiqué de la CEDEAO. Plan busy via Facebook et WhatsApp, un couple d'escrocs mis aux arrêts à Bobo Dioulasso. Bitumage de route à Bobo, s'il y a des difficultés, signalez-les. C'est donc à la page 4 du journal. Événement des 15 et 16 septembre 2015. Les auteurs invités à faire leur demande d'amnistie, c'est à lire dans l'Express du Faso. Le journal Le Quotidien d'État citoyen à sa une ce matin écrit Espace AES, le président du Faso tient son passeport biométrique. Lutte contre le terrorisme, le fonds de soutien patriotique renouvelé pour un an. Accident de circulation, l'assurance moto, un instrument de couverture méconnu des usagers, écrit citoyen. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, affiche orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, 37 Burkinabés rapatriés. Sofitex Bobo Dioulasso, deux magasiniers et des complices mis aux arrêts pour vol d'engrais, écrit le journal. Sortie des États de l'AES de la CEDEAO, des partis politiques réagissent, c'est à lire à la page 4 du journal. Retrait de l'AES, la CEDEAO prend des mesures exceptionnelles.
Le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution de ce matin, on peut lire Conseil des ministres, le fonds de soutien patriotique renouvelé pour un an. Espace AUS, le président du Faso tient son passeport biométrique. Niangolko, 37 Burkinabés rapatriés de la Côte d'Ivoire pour des faits d'orpaillage. Pour ce manquer de septembre 2015, les demandes d'amnistie et de grâce amnistiante attendues au parquet militaire jusqu'au 30 juin 2025. Retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la CEDEAO maintient ses portes ouvertes au dialogue. Toujours dans ce journal, on peut lire Conseil des ministres, Seydou Tour, nommé DG de la Chambre de commerce et d'industrie, et Idrissa Sawadogo est nommé DG de la Sotraco. Hypocrisie internationale M23, fonçant sur Kivu, suspicion de mercenaires de Roumains. Le journal se demande qui pour arrêter la guerre congolo-rwandaise, c'est à lire à la page 5 du journal Aujourd'hui au Faso. Le journal L'Observateur parle à sa une ce matin, réalisation de projets structurants au Burkina. La Chine casque au moins 17 milliards de francs CFA. Loi sur l'amnistie et la grâce amnistiante. Pour 6 de septembre 2015, le parquet militaire attend vos demandes. Retrait des pays de l'AES, le message de la CEDEAO pour éviter toute confusion et toute perturbation. Vol d'engrais à la Sofitex, le coup double de 2 agents. Cybercriminalité à Bobo, un couple proxénète sur la toile pris dans la NAS, écrit le journal. Fonds de soutien patriotique, renouvellement pour un an, écrit l'Observateur Parlaga. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays à sa une ce matin nous affiche donc ceci. Mamadi Lamine Kwanda, président d'honneur de l'UNCE, à propos du tirage Cannes Maroc 2025, déclare: à moins d'un sabotage, il n'y a pas de raison qu'on ne se qualifie pas pour le second tour. Lutte contre le terrorisme au Burkina, le fonds de soutien patriotique renouvelé pour un an, écrit le journal. Grâce amnistiante, les intéressés peuvent faire acte de candidature. Retrait de l'AUS de l'organisation ouest-africaine, les mesures prises par la CEDEAO sont à lire à la page 14 du journal. Conseil des ministres, Idrissa Sawadogo, nommé DG de la Sotraco. Révélation dans cette rubrique, le journal écrit CNDH. Khalifa Rodrigue Yembouado Namouano prête serment pour son second mandat. Espace AUS, le président du Faso tient son passeport biométrique. FESPACO 2025, le KIAR confirme sa participation au Premier ministre. Merci bien pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. 37 Burkinabés ont été rapatriés. Oui, c'est à Niangolko que ces derniers ont donc été convoyés par les autorités ivoiriennes parce qu'il se dit que ces Burkinabés-là, au nombre de 37, étaient en Côte d'Ivoire, en tout cas dans la quête de l'or, parce que ce sont des jeunes, donc ces personnes étaient en tout cas sur le territoire ivoirien en train de chercher l'or. Comme cela est de coutume. Malheureusement, il s'est dit qu'ils n'ont pas suivi les voies idoines, ce qui fait que les autorités ivoiriennes ont donc fait leur travail et ces derniers ont donc été rapatriés, conduits par des cars, en car donc arrivés jusqu'à Niangolko. Et c'est de là-bas maintenant que au niveau du Burkina, voilà, on les a reçus comme il se doit. Donc, il faut dire que ces Burkinabés sont nombreux aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en train de chercher de l'or. C'est vrai, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les autorités ivoiriennes ne sont pas contre cet état de fait en tant que tel, parce que pour ceux-là qui suivent les voies normales, peuvent travailler. La preuve en est qu'il y a des Burkinabés qui sont bien installés en Côte d'Ivoire, dans des zones bien données, qui travaillent en semi-mécanisé, en tout cas qui sont en train de faire leur bonhomme de chemin.
Mais il se trouve qu'il y a des Burkinabés aussi qui, avec des moyens modestes, essaient vraiment de faire leur paillage artisanal. Ce qui fait que il y a des cas qui se présentent comme des zones où on ne devait pas vraiment chercher l'or dans ces zones-là. Donc, si vous tombez dans ces cas-là, forcément vous serez donc traqué. Si vous avez la chance, vous serez rapatrié, comme ces 37 Burkinabés. Si vous n'avez pas la chance, on va vous enfermer. Aujourd'hui, je puis vous dire qu'ils sont nombreux, ces Burkinabés, depuis longtemps, qui croupissent au niveau donc des prisons en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment malheureux, ces personnes-là souffrent énormément, sans assistance, parce qu'il n'y a pas votre famille à côté. Oui. Et c'est difficile. Par moment, on ne sait pas c'est dans quelle prison ces personnes-là ont donc été enfermées. Donc c'est difficile d'avoir des nouvelles. Ils sont nombreux, ces Burkinabés aujourd'hui, qui sont ici au Burkina, qui ont certainement leurs enfants, leurs parents, qui sont dit qu'ils vont en Côte d'Ivoire pour chercher l'argent, pour chercher l'or. Mais aujourd'hui, ces personnes, ces familles-là sont sans nouvelles de leurs proches. Donc c'est très inquiétant quand vous êtes dans cette situation. Donc on peut dire que ce qui arrive à ces Burkinabés-là, c'est le moindre mal, parce que vivre ce que d'autres sont en train de vivre aujourd'hui dans des prisons, avec toutes les difficultés possibles, je pense que étant dans cette situation, on peut quand même s'en féliciter. Donc le rapatriement est mieux, que la prison. Tout à fait. En tout cas, on espère qu'on va prendre soin de ces Burkinabés. Souvent, vous êtes dépouillé de votre l'or que vous avez eu, avec toutes les maltraitances possibles. Ok, on attendra de voir la suite de cette affaire. Deuxième sujet, le fonds de soutien patriotique a été renouvelé pour 1 an. Donc, annonce après le Conseil des ministres d'hier. Oui, parce que à écouter le ministre en charge donc, de l'économie, Aboubacar Nakanabo, et après examen, la première phase, c'est-à-dire pour l'année 2024, le gouvernement s'est réjoui donc de ce qu'on a pu obtenir, parce que ça a présenté un bilan plus de 100%, donc c'est un bilan satisfaisant. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour l'année 2024, avec ce fonds de soutien patriotique, on a pu en tout cas encaisser 166 milliards de francs CFA. Voilà, donc à la date donc, du 22 décembre 2024. Donc ce n'est pas rien. Et lorsque le Premier ministre a présenté le comité de gestion du fonds de soutien patriotique, a fait la synthèse de cette mobilisation. C'était donc à la date du 31 décembre. Abdul Rachid Soulama s'est réjoui de ce qu'on a pu mobiliser, des contributions des Burkinabés. Il a dit que le montant des encaissements, toutes sources confondues, s'élève donc à 166 milliards 541 millions 41 110 francs CFA. Oui. Donc représentant 111,03% de l'objectif annuel de recouvrement révisé qui était à 150 milliards. Donc c'est énorme comme contribution, comme sacrifice, au point que on a pris le goût vraiment de renouveler, parce que l'objectif n'est pas encore atteint en termes de reconquête du territoire, parce que c'est ça même l'objectif fondamental. Voilà, c'est vrai qu'on veut recouvrer ce qu'on a pu avoir, mais c'est pour faire quelque chose. Ça participe à, en tout cas, doter en termes d'équipement, les VP, de voir leur volet des droits humains, en tout cas de satisfaire un certain nombre de besoins de ces combattants qui sont sur le terrain. Donc, se sacrifier pour un tel montant, c'est énorme, mais ça soulage parce que ça y va de la reconquête du territoire. Et je pense que chaque Burkinabé doit pouvoir en tout cas se sacrifier pour un tel projet, pour une telle vision. Donc ce qu'il faut noter, c'est que de cette somme-là, de plus de ces 166 milliards de francs CFA, les retenues obligatoires opérées sur les salaires du public, elles s'élèvent à plus de 23 milliards de francs CFA. Voilà, ces retenues-là, 1%, ainsi de suite, sur les indemnités de certains agents.
c'est tout cela rassemblé qui est donc à l'ordre de 23 milliards 303 millions 130 096 francs CFA. Et la Brakina Sodibo, à elle seule, les produits Brakina Sodibo ont donc contribué à plus de 64,92% de ce qu'on a pu gagner. Donc, ce sont des dépenses, et ce qu'on a pu dire, les dépenses en équipement, voilà, pour les VDP et autres, comme j'ai dit, de ce qu'on a pu gagner, sur 166 milliards de francs CFA, on a pu faire des dépenses qui s'élèvent à l'ordre de 111 milliards 260 millions 148 026 francs CFA. Donc, pour ceux-là qui, en tout cas, attendaient avoir un bilan, je pense qu'il n'y a pas un bilan plus que ça. Et la preuve en est qu'en termes d'acquis, selon ce qui a été représenté comme rapport, est qu'on a pu voir le renforcement des capacités d'intervention des forces combattantes sur le terrain. Okay. Ça, c'est très important, puisque l'objectif, c'est de libérer vraiment le pays. Il y a eu la poursuite des actions de communication pour gagner, pour contraindre l'ennemi. Je pense que ça aussi, ça a été fait. Il y a aussi le renforcement des capacités des volontaires pour la défense de la patrie en droits humains, comme je le levais plus haut. Donc, en un mot comme en mille, je pense qu'il était quand même important qu'on renouvelle. Et pour le faire, le gouvernement, après examen, a donc, en tout cas, voulu rebeloter pour un an, le temps vraiment de pouvoir arriver là où on n'était pas encore arrivé, en tout cas de faire bouger les lignes à tous les niveaux, et là où il le faut, je pense que nous devons accepter ce sacrifice-là parce que ça y va donc de notre avenir. Oui. Actualité internationale pour terminer, on parlait hier de la rencontre possible entre le président congolais et le président rwandais. Ce ne fut pas le cas. Finalement, la rencontre n'a pas eu lieu pour plusieurs raisons. Comme j'ai eu à évoquer, ce qui s'est passé avant-hier, les saccages des emprises diplomatiques au niveau donc, de Kinshasa a exacerbé ou du moins ça a découragé les deux parties à se rencontrer. Des ambassades qui ont été saccagées, pillées, je ne vais plus les citer. Donc, ça a ravivé les tensions entre les différentes parties. Soit l'objectif du président Kenya était vraiment de mettre les petits plats dans les grands pour que ces deux chefs d'État, le président rwandais Paul Kagame et puis le président Tshisekedi, puissent se parler face à face, en tout cas au point de pouvoir trouver vraiment un terrain d'entente. Parce que c'est quand on se regarde en chien de faïence qu'on s'accuse mutuellement. Mais si on arrive à s'asseoir autour d'une table, je pense qu'il pouvait vraiment trouver la solution. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que le président congolais a fait un message avant-hier où publiquement il a accusé le Rwanda d'être donc ce soutien matériel, logistique du mouvement M23. Ce qui fait que, du coup, c'était difficile pour que cette rencontre puisse se tenir quand on tient un discours de cette envergure à la veille d'une rencontre aussi importante. Donc, finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, cette rencontre a écouté donc, le président congolais Félix Tshisekedi. C'est le Rwanda qui arme le mouvement M23 qui, en termes même de combattants, voilà, c'est le Rwanda qui renforce le mouvement M23, mais que l'objectif des Congolais est clair. Le Congo ne va pas se plier. Il a même appelé à l'union, en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, les forces congolaises sont en train de faire chemin, en tout cas vers Goma, et que toute la zone sera libérée comme il se doit. Le Congo n'entend pas abandonner 1 cm² au profit ou à qui que ce soit. Donc ce qui veut dire que les jours à venir, ce sont des jours incertains, parce que du côté du Rwanda, ou du moins du côté du mouvement M23,
ces combattants-là n'entendent pas aussi se plier. D'ailleurs, certaines presses parlent que la ville de Goma est largement aujourd'hui aux mains des mouvements rebelles. Ce qui veut dire que c'est une situation toujours tendue, bien sûr avec le silence complice de la communauté internationale qui se contente juste des voix, des messages de condamnation au niveau de l'Union africaine. On ne voit rien venir en termes vraiment d'action, d'assistance, d'un cessez-le-feu. Je pense que c'est vraiment malheureux pour l'Afrique. C'est vraiment malheureux parce que au moment où ces organisations doivent agir, on remarque que personne ne dit quoi que ce soit. On se regarde, on laisse la situation s'enliser maintenant avant de revenir comme médecin après la mort. Je pense que c'est malheureux pour ce qui se passe. On comprend cette partie du Congo, le sous-sol est riche. Donc non seulement il y a des intérêts en jeu, ce qui fait que il y a des grandes puissances et bien sûr des pays qui côtoient donc cette partie du Congo et qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas une tranquillité, une paix au niveau donc du Nord Kivu, Goma, en tout cas jusqu'au lac qui sépare donc les deux pays, le Rwanda et puis le Congo. Donc il y a beaucoup de pays qui ont leur intérêt en jeu. S'il y a la paix, ils ne pourront plus exploiter les ressources minières, le sous-sol comme il se doit. Donc, et quand vous êtes dans une situation et quand vous êtes face à une situation pareille, c'est difficile vraiment de trouver la solution aussi rapidement parce que même au niveau politique, il y a eu des gens comme les Moïse Katumbi qui avaient accusé le pouvoir actuel pendant les élections d'être inactif parce que les forces qui étaient en tout cas au niveau de la ville de Goma, vers le Nord Kivu, il n'y avait pas en tout cas une motivation et que l'ennemi n'était plus loin. Est-ce que ce qui se passe ne donne pas raison à ces hommes politiques qui connaissent bien cette région-là avec les événements qui se passent aujourd'hui? C'est vraiment malheureux et on se demande comment les choses vont se passer dans les jours à venir parce que c'est une guerre déclarée et d'ailleurs le mouvement rebelle annonce que leurs combats ne vont pas s'arrêter au niveau de la ville de Goma. Ils vont aller plus loin et même plus loin. Mais pourquoi faire? C'est le doute qui habite plus d'un aujourd'hui. Est-ce que c'est pour marcher sur Kinshasa? Est-ce que c'est pour prendre le pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas des politiciens ou des chefs de guerre qui sont derrière ce mouvement-là, qui veulent vraiment prendre le pouvoir en République démocratique du Congo? Je pense qu'il faut se poser les 1001 questions et puis trouver vraiment la solution. Pour le mieux, en fait, pour le bonheur surtout des populations, parce que quand on va les déplacer, et puis malheureusement aussi des personnes qui ont perdu la vie, ça fait froid au cœur. Merci beaucoup Alphonse pour ces analyses. On va maintenant découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui à Ouagadougou et dans quelques villes d'affaires. Aujourd'hui, nous recevons comme invité un confrère. Il s'agit de M. Wenkone Herman Nazé. Il est producteur exécutif du programme dénommé Bâtisseurs des cités que vous avez pu regarder bien sûr chez nos confrères de BF1. Vous avez vu la finale également. On en parle aujourd'hui dans la rubrique invité du jour. Bonjour Monsieur Nazé. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur ce plateau pour la première fois, vous nous avez dit. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est un honneur, c'est un plaisir parce qu'on sait que tout le monde ne rentre pas ici dans les locaux de Savane Média. Et donc, merci grandement pour cette invitation. Et pour moi, c'est au-delà de la confraternité, c'est même de la fratrie de nous inviter. On vous dit grandement merci. Merci bien. Alors, bâtisseur des cités. Je rappelle que vous êtes journaliste et puis vous êtes, pour moi, aujourd'hui spécialisé dans les émissions télé-réalité ou dans les émissions programmes. Et on se souvient encore de Pépites d'entreprise que vous pilotez justement sur la même chaîne de BF1 et donc bâtisseur des cités pour la première édition cette année. Alors, comment l'idée est née? L'idée de ce programme est née? Alors, il faut dire que l'idée, pour rendre à César ce qui lui revient de droit, donc c'est une initiative de Issoufou Sarré, directeur général de la télévision BF1,
qui s'est dit que on ne doit pas tout attendre de l'État, de nos gouvernants. Nous sommes dans des quartiers où l'on vit et parfois on se rend compte que le cadre de vie n'est pas du tout sain. Parfois, ce sont des ordures qui sont déversées ça et là. Parfois aussi, ce sont les routes qui sont endommagées, notamment en saison pluvieuse. Et puis, on les emprunte tous. Et en fin de saison pluvieuse, chacun donc est obligé d'aller chez le mécano pour changer les amortisseurs, pour faire des réparations diverses et tout ça. Il y a des routes qui sont parfois même coupées de telle sorte qu'on ne peut même pas y accéder tant qu'on ne laisse pas les eaux redescendre. Et bien d'autres choses que l'on peut faire. Donc, il s'est dit que on ne doit pas tout attendre de l'État et on doit donc nous mettre ensemble entre voisines et voisins afin d'améliorer nos différents cadres de vie, afin donc d'insuffler le développement véritable. C'est ainsi que l'idée de bâtisseurs de cité est née. Okay. Et on s'est rendu compte qu'il y a déjà des associations dans les quartiers qui faisaient des choses formidables, mais qui n'étaient pas connues. Donc, bâtisseur de cité vient mettre cela en exergue et aussi, on va dire inspirer les autres quartiers, les autres villages, les autres secteurs à suivre le bel exemple. Et puis, quand même, mettre une cagnotte sur la table qui va certainement servir à ces associations-là, puisque ça peut leur permettre, par exemple, celui qui a remporté notamment le premier prix, ça va servir pour son quartier, à renforcer les choses. On va revenir à la soirée tout à l'heure. Maintenant, expliquez-nous le concept de ce programme. D'accord. Alors, le concept consiste à d'abord lancer les inscriptions et demander à toutes les voisines et voisins, peu importe leur quartier, leur secteur, leur village, au Burkina Faso de s'inscrire. Okay. Alors, pour s'inscrire, on n'a pas forcément besoin d'avoir une association formalisée. Il faut juste être un regroupement de voisines et voisins représentant un quartier et porter un projet communautaire. Okay. Donc, peu importe le projet. Donc, on a eu pour cette première édition des gens qui étaient dans l'éducation. Donc, qui regroupaient les enfants du quartier pour les éduquer, les former. Et c'est un projet communautaire donc, qui était inscrit. On a eu aussi des quartiers qui ont décidé d'aménager les espaces libres, les espaces vides qui sont dans le quartier, afin d'en faire des jardins, des espaces où les élèves peuvent étudier, où on peut tenir des rencontres et aussi où on peut aller faire du sport, ainsi de suite. Il y en a qui sont décidés donc à construire donc, des ponts. Okay. Il y en a qui ont même pavé des routes, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des projets divers. Donc, peu importe le projet que vous portez, vous vous inscrivez. Actuellement, même, je profite de le dire, les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2. Et donc, vous vous inscrivez et nous vous réunissons pour donc déjà vous expliquer le concept, vous former quelque peu sur comment est-ce qu'on peut mener à bien un projet communautaire et après la compétition démarre. Donc la compétition va consister pour vous à réaliser réellement ce que vous avez dit que vous allez faire. Il ne s'agit pas de dire, nous on a un projet, on va aller demander à l'État de nous financer. Non, c'est à vous, voisines et voisins, de cotiser, de contribuer. Voilà, certains vont donner de l'argent, il y en a qui vont amener peut-être du sable, peut-être du fer, peut-être du gravion. Il y en a qui n'ont pas tout cela, qui vont peut-être amener leur force physique. On a vu des projets où ce sont les femmes qui préparent, par exemple, qui viennent donner gracieusement à ceux qui travaillent. Donc, ils peuvent manger, avoir des forces et puis travailler, ainsi de suite. Et puis, parfois, il y en a qui passent et qui voient les jeunes en train de travailler, qui contribuent. Et tout ceci est mis ensemble donc, pour réaliser les projets. Et nous constituons un pool de jurés, des professionnels, des gens qui ont déjà fait leur preuve dans le domaine donc, du développement communautaire, qui ont porté des projets. Et ces jurés vont régulièrement sur le terrain pour constater l'avancée des travaux. Et bien sûr, comme c'est une émission de télé-réalité, il faut ce petit suspense-là. Donc, il y a des éliminations. Voilà, au fur et à mesure, afin de trouver le bâtisseur d'or, comme voilà, on l'a appelé, qui va être ce quartier, ce secteur, ce village, cet arrondissement, en tout cas, ces voisines et voisins qui se seront distingués et qui vont remporter donc, le premier prix, la cagnotte, voilà, qui est de 25 millions de francs CFA. Ah oui. Alors, des exemples que vous avez cités, on a l'impression qu'il y a plusieurs domaines d'intervention. Vous avez parlé de l'éducation, l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres domaines
éligibles, j'ai envie Tout de à fait, dire. tout à fait. Pour ainsi dire, moi je dirais que tous les domaines sont éligibles, pour peu que ce soit un projet communautaire. Parce que si c'est un projet communautaire, c'est que c'est l'émanation des besoins du quartier. Ça veut dire qu'entre voisines et voisins, on s'est vu, on s'est parlé, on s'est dit que dans le quartier, il y a tel souci. Ça peut être un problème d'eau. On peut être dans une localité parce qu'on n'a pas que Ouagadougou. Hein. On a eu des inscriptions qui nous sont venues d'autres localités. Il y a par exemple Rumkiet Tenga, qui est un petit village de Zorgo, qui s'est inscrit cette année, qui est même arrivé en demi-finale, avec par exemple le projet de doter les élèves de la localité de lampes solaires. Parce qu'il n'y a pas l'électricité courante de la Sonabel dans les petits villages environnants. Et donc, ils se sont décidés à offrir des lampes solaires avec lesquelles les élèves vont aller étudier à la maison, revenir le matin à l'école et les charger. Donc, ils ont installé des bornes de recharge solaire toujours dans les écoles. Et là, on vient les charger et on va étudier avec, on ramène. C'est un projet, un tel type de projet peut s'inscrire. Et il y a aussi des activités génératrices de revenus, notamment pour les femmes. Donc, il y en a eu. Donc, ce sont des projets inscrits, des jeunes qui se sont dit, écoutez, dans le quartier, les femmes n'ont pas forcément de gros revenus pour s'occuper des enfants, peut-être leur acheter des bibelots, ou peut-être les inscrire à l'école, ou ainsi de suite. Il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup de femmes seules qui ont des enfants, des mères célibataires. Et donc, on peut les outiller avec des activités génératrices de revenus qui peuvent être donc la confection de savon. Qui peuvent être par exemple la fabrication de paille, de cocodunda ou du faso d'Anfani, ainsi de suite. Et donc il y a vraiment des activités diverses. On a vu donc un quartier, notamment le quartier de Cambouin-Saint, qui a décidé, par exemple, lors de cette compétition, de mettre sur pied une piste de sport. Ils avaient déjà dans un passé assez récent aménagé un jardin. Donc, ils ont décidé, autour du jardin, d'aménager une piste sportive où les gens peuvent le soir se retrouver, pour faire le sport autour donc de ce jardin-là. Ce sont vraiment les besoins du quartier. Ce sont les besoins du quartier, exactement. Ok. Wow, ce sont des beaux projets, j'ai envie de dire. Dans vos explications, vous avez mis l'accent de la contribution citoyenne ou communautaire. Donc, pour les projets, quel que soit le coût, il n'y a pas de financement quelconque? Alors, c'est possible que vous puissiez capter des financements extérieurs. Ce n'est pas exclu, mais il faut que le gros du financement soit porté par les communautés pour répondre en tout cas à l'esprit de bâtisseurs de cité. Voilà, il ne s'agit pas, on en a vu aussi des gens qui étaient venus au départ, qui n'avaient pas compris le concept, qui ont monté un projet et qui vont maintenant aller chercher des bailleurs de fonds, aller déposer par-ci, par-là et qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de financement pour réaliser le projet. Ça, c'est vraiment aux antipodes de l'esprit du projet. L'esprit du projet, c'est nous, voisins, voisines, on décide de faire quelque chose. On décide par exemple que quand on rentre chez nous, la voie principale d'accès à notre quartier, c'est compliqué et donc on décide de l'aménager. Donc quand on se réunit, tout le monde est d'accord. C'est la première étape. Il faut que ce soit l'émanation de nos besoins. Il faut que tout le monde se dise, on peut aller sur ce projet-là. Et le bureau donc qui est constitué peut évaluer donc le coût du projet, soumettre à tout le monde, inviter les uns et les autres donc à la contribution volontaire et puis aller crescendo. Voilà, si on ne peut pas faire, si le tronçon fait, 20 km et qu'on peut faire 5 km cette année, bien, on axe notre projet sur les 5 km déjà qu'on aménage correctement, que les gens peuvent emprunter et ainsi de suite. Il faut que ça vienne des populations. Des populations. Oui. Parlons maintenant de cette première édition dont l'apothéose a eu lieu, c'était la semaine dernière. Oui. Et pour cette première édition, vous aviez combien d'inscrits au total et puis pour la finale, c'était combien? Alors, pour cette première édition, on a eu 160 associations inscrites. Quand même. Oui, 160 associations. On a été nous-mêmes surpris parce qu'il faut le dire au départ, on s'attendait à faire une compétition avec 12 associations. Ah oui. Au moment où on portait le projet, on s'est dit on va prendre 12 quartiers et puis on les met en compétition. On va voir le meilleur quartier, le quartier qui va réaliser le meilleur projet. Et dès qu'on a fait donc le sport, on a publié sur les réseaux sociaux pour dire qu'on ouvrait la compétition, on a eu 160 inscrits. Ah oui. Et donc les 160 inscrits, il y avait des quartiers de Ouagadougou,
Il y en avait de Bobo Dioulasso aussi, il y en avait de Boromo, il y avait aussi, comme je l'ai dit, Rumketenga qui est de Zorgo, il y avait Koutougou, et puis il y avait Tenkodogo. Voilà, donc voici les localités d'où nous sont venus les inscrits pour la première saison. Et donc sur les 160, eh bien, il a fallu quand même dépouiller, faire un tri parce qu'on ne pouvait pas vraiment de façon matérielle, technique, financière, aller dans ces 160 localités pour pouvoir suivre tout au long de l'année. Donc il fallait faire un premier tri. Donc on les a réunis, on les a formés d'abord, leur dire comment est-ce qu'on peut monter un projet communautaire, comment est-ce qu'on peut impliquer tout le monde, comment est-ce qu'on peut faire le suivi, contrôle et tout ça, avant de leur donner un canevas à renseigner, pour nous montrer réellement en quoi consiste le projet et puis sélectionner un premier lot. Donc c'est le premier lot de 37 projets que nous avons sélectionnés, qui semblaient être vraiment les projets les plus porteurs et que nous avons sélectionnés, avec lesquels nous sommes allés pour la compétition. Et c'était quoi maintenant les étapes jusqu'à l'élimination, jusqu'à la finale, je veux dire? C'est ça. Alors, il y a eu plusieurs étapes, effectivement. Donc, la première étape, c'était pour nous de vérifier est-ce que c'est vraiment un projet porté par la communauté. Donc, il a fallu aller dans les quartiers, enquêter, échanger avec les voisins et voisines pour savoir est-ce que vous êtes impliqués dans ce projet-là. Et nous sommes allés parfois trouver vraiment les gens sortis nombreux autour des bureaux, voilà, tenant leur assemblée ou voilà, échangeant une réunion, échangeant autour du projet. On a pu prendre les avis des uns et des autres et on s'est rendu compte que les projets étaient vraiment des projets portés par tous. Il est vrai qu'il y a un quartier de Ouagadougou qui a eu un projet, c'est le quartier Zongo, je pense, qui a eu une difficulté parce qu'à cette étape, on s'est rendu compte que le projet n'était pas porté par tout le monde. Voilà, parce que eux, ils voulaient installer un goudron. Ils voulaient mettre un goudron qui allait traverser carrément le quartier. Déjà, il faut dire que c'était fort ambitieux. Voilà, parce que, bon, aménager le quartier, reprofiler les voies, c'est accessible, mais goudronner les voies, ça coûte quand même ce que ça vaut. Mais quand même, on allait vérifier, et quand on allait, on s'est rendu compte que, bon, tout le monde n'avait pas réellement été impliqué à la base et donc le projet n'a pas pu voir le jour. Donc la première étape, c'était de voir la mobilisation. D'accord. Ensuite, constater le début effectif des travaux. Voilà, donc il y a ça, comment est-ce qu'il commence et tout ça. Ensuite, on est allé voir aussi l'évolution des travaux, bien sûr. Et puis enfin, c'était donc la fin des travaux qu'on a constaté. Voilà, et on a échangé avec eux pour voir l'après aussi projet. Voilà, comment est-ce qu'on capitalise tout ça, comment est-ce qu'on entretient pour ceux qui ont mis des installations. C'est ça, ça c'est important. Voilà. et il fallait maintenant passer justement à la finale. Et en finale, c'était combien d'associations? Alors, en finale, nous avions 4 associations. C'était donc les meilleures que nous avons retenues. Alors, si vous permettez, je peux rappeler les quartiers. Bien sûr. Alors, en finale, on avait Silmiyiri. En finale, on avait Basenko. En finale, on avait Sokojib Wayalguin, la cité Sokojib de Wayalguin. Et puis, on avait Guéhi Bongo. Guéhi Bongo. C'est où? Guéhi Bongo, c'est Tampui. Voilà, on va dire que c'est une sous-localité de Tampui. Non, moi je pensais que c'était aussi vers Zorgou. D'accord, on note bien. Et c'est bien sûr l'association des résidents du quartier Silmiyiri qui a remporté le premier prix. Exactement. On veut bien savoir c'était quoi leur projet. Oui, alors leur projet, c'est un projet de reprofilage de voies. Ils ont aménagé les voies d'accès au quartier et cela sur 12 km. Il faut dire qu'ils sont situés aux abords du cimetière, ce qu'on appelle généralement le cimetière de Basenko. Voilà, mais le quartier en vérité c'est Silmiyiri. Et quand vous y allez, on sait toutes et tous malheureusement qu'aujourd'hui les autres cimetières sont un peu encombrés, donc tout le monde se déporte un peu plus vers ce cimetière-là. Et donc les accès étaient difficiles. Pour ceux qui sont déjà allés, vous allez voir que c'était des crevasses, c'était difficile d'avancer. Et quand vous venez pour le dernier voyage de quelqu'un et que c'est comme ça, c'est pas agréable. Et tout le quartier passait par là pour entrer dans le quartier. Et donc quand il pleuvait, c'était compliqué. Il fallait parfois dormir en dehors du quartier.
pour attendre le lendemain que les eaux baissent avant de rentrer. Et puis aussi, il n'y avait pas l'éclairage public. Et donc, les gens se faisaient agresser. Vu qu'il y avait des nids de poules et qu'on ne pouvait pas aussi rouler, donc vous ralentissez. Et, les malfrats viennent vous braquer. Et il y a eu des motos qui ont été prises là-bas, plein de choses. Et donc, les résidents de Silmiyiri se sont décidés à arranger tout ça. Et c'était un projet intégré qui a consisté à aménager les voies qui rentraient donc dans le quartier, à les reprofiler. Ils ont acheté la terre, ils ont fait sortir les jeunes, ils ont loué donc des pelleteuses, les grosses machines là de travail. Et ils ont travaillé, voilà, pendant plusieurs mois, ils ont reprofilé les voies. Et ils ont installé également des lampes solaires. Pour ceux qui vont à Silmiyiri, en tout cas aux abords du cimetière, vous allez voir que le long du mur du cimetière, il y a des lampes solaires qui sont installées. Ce n'est pas l'œuvre de la municipalité, ce n'est pas l'œuvre de l'État, c'est l'œuvre des voisines et voisins qui ont cotisé, qui se sont donné la main, qui ont réalisé ça. Et en plus, ils ont ajouté des arbres qu'ils ont plantés tout au long. Ah, c'est plusieurs... Voilà, donc ils ont fait vraiment un travail formidable. Vous n'étiez pas membre du jury, non. donc il faut le rappeler. Et vous êtes le producteur exécutif de ce programme et puis bien sûr présentateur en même temps de ce programme. Mais vous connaissez tous les projets qui étaient en finale, je suppose. Et je pense que s'ils ont remporté, c'est parce qu'ils ont mérité. C'était quoi justement le mot du jury? Est-ce que le jury a donné une explication pour laquelle ce projet a été choisi comme le premier des bâtisseurs des cités? Oui, le jury effectivement a justifié son choix par le fait que déjà le projet, en s'inscrivant, ils avaient dit qu'ils allaient faire 5 km. Et ils sont allés jusqu'à 12 km. Ah, donc déjà, de plus. Voilà, ils ont dépassé ce qu'ils avaient promis. Et en plus de cela, c'est un projet qui n'a bénéficié d'aucun soutien extérieur. Tout ce qui a été fait, c'est la contribution des voisines et voisins. Il y en a qui ont donné 100 francs, il y en a qui ont donné 100 000, il y en a qui ont donné 1 million, il y en a qui ont amené la terre, il y en a qui sont venus travailler. Donc c'est vraiment, c'est endogène. En plus de cela, ça profite au-delà des voisins et voisines, ça profite à tout le monde. Tous ceux qui vont au cimetière là-bas pour aller enterrer leurs morts. Donc ça profite à toute la communauté ouaralaise. Donc ce sont des raisons qui ont pu justifier le fait que les jurés aient préféré Silmiyiri, le projet porté par Silmiyiri, sinon que les autres quartiers aussi ont eu des projets assez intéressants. Et qu'est-ce que ce quartier a remporté concrètement? Alors, le quartier Silmiyiri a remporté, pour ainsi dire, le trophée. Le trophée, donc, qui montre qu'ils sont des bâtisseurs, ce sont des citoyens, ce sont des patriotes. Et puis, le quartier a remporté 25 millions de francs CFA. Ah, quand même. Oui. Et les 25 millions de francs CFA, nous leur donnons sans imposition quelconque, mais ce qu'ils nous ont dit déjà, c'est qu'ils vont l'utiliser pour porter d'autres projets au profit de tous les quartiers. Et c'est ce que nous souhaitons. Ah oui. Alors, vous l'avez dit, la première édition est bouclée et je ne vais pas dire que vous êtes pour vous projeter pour la deuxième saison. Non, vous êtes déjà dans la deuxième saison. Est-ce qu'on peut connaître l'étape? Oui, alors actuellement, nous avons lancé les inscriptions pour la saison 2. Alors, il y a un lien qui est généré, un Google Form, que nous avons donc publié sur notre réseau social Facebook. Et on invite les uns et les autres à aller juste cliquer dessus et renseigner. Donc, on demande juste le nom du quartier, le nom du premier responsable, le projet qu'il porte, et c'est tout. C'est juste ces quelques informations qu'on demande. Et après, on va les contacter pour donc échanger avec eux et on va démarrer la saison 2. Donc la date limite des inscriptions, c'est jusqu'au 15 février. Ok. C'est loin mais proche. 15 février. Donc le mieux, c'est vraiment de s'inscrire tout de suite. Si vous êtes dans un quartier, que vous avez une difficulté dans le quartier, vous pouvez initier le projet. Vous pouvez, même si le quartier n'a pas encore d'association, vous pouvez regrouper les voisins, voisines, dire « Ah, est-ce qu'on ne va pas se mettre ensemble pour porter tel projet ?» Et en bonus, on pourrait peut-être remporter 25 millions de francs CFA. Oui. Voilà, de BFA. Ça serait bien. Voilà. Merci beaucoup d'être passé, M. Nazir. C'est moi qui Quel vous est dis votre merci. mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? Alors, c'est vraiment vous dire grand merci. Parce que, honnêtement, comme je le disais à l'entame, je pense que nous sommes au-delà de la confraternité. C'est vraiment que nous sommes frères et sœurs maintenant. Voilà, pour ainsi dire, parce que ces différentes activités, on les porte ensemble. Oui. Voilà, que ce soit bâtisseurs de cité ou même les autres programmes,
on a toujours Savane Média à nos côtés. Toujours, que ce soit au début ou que ce soit à la fin, on vous a toujours à nos côtés. Et c'est le lieu vraiment de vous dire grandement merci. Merci à vous, Madame Nikema, merci à tout le personnel, aux responsables donc, de Savane Média. Et je vais profiter aussi à m'adresser à vos téléspectateurs et les inviter à s'inscrire. Je sais que les téléspectateurs de Savane Média sont très engagés. Je vous suis souvent. Je les entends intervenir lors des différentes émissions également et je sais qu'ils sont très engagés. Donc, dans vos quartiers, dans vos secteurs, dans vos villages, n'hésitez pas, portez des projets communautaires, inscrivez-vous tout simplement et puis on sera toujours ensemble pour bâtir notre pays, notre façon. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que M. Winkoni Herman Nazé est producteur exécutif du programme dénommé Bâtisseurs de Cités et donc diffusé sur la chaîne BF1 que vous avez pu voir aussi. La finale, c'était la semaine dernière. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et puis on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Vous le savez, cette semaine, on s'intéresse au palais d'Issouka, donc le palais d'Issouka de Koudzgou. Alors, on y va pour encore découvrir ce palais à travers cet élément. Ensuite, les témoignages. À l'intérieur de ce palais, il y a le musée dénommé Musée Rahimi et nous allons vous parler également de ce musée. Rappelons pour commencer que Koudzgou est une ville du Burkina située à environ 110 km de Ouagadougou. Au cœur de la cité du Cavalier Rouge se dresse un site majestueux. Il s'agit du palais royal de Naba Saga Ier dans le quartier Issouka. Et le quartier Issouka est le premier quartier de Koudzgou. Plus qu'un simple site d'admiration, il englobe en son sein un nid de richesse culturelle, ce qui fait de lui une perle de la ville de Koudzgou. Et c'est dans ce quartier que se trône le palais de Naba Saga Ier, chef d'Issouka. Concernant l'architecture de ce palais, notons que le palais d'Issouka constitue un ensemble architectural traditionnel bâti à matériaux locaux. Tout le bâtiment est rehaussé par l'éclat des peintures multicolores et de couleurs artistiques dorées. C'est un bâtiment à niveau construit en banco qui a plusieurs pièces. Le palais est un véritable temple qui retrace l'histoire de la région du centre-ouest. Il est essentiellement composé de 3 pièces dont le couloir de la paix, la salle du chef où il reçoit les visiteurs et dans laquelle il ne communique que dans les langues des ancêtres et enfin la salle des rois. Ainsi, dans la cour, on distingue des constructions traditionnelles faites de terre et de toits en chaume. On y trouve également des grillés, des peintures et des divers ornements. En plus, les visiteurs peuvent y voir les différentes statuettes de l'empereur des Moussé, de Naba Bango, du Lale Naba Sanam de Koudzgou, du pharaon d'Égypte et du roi du Japon. Nous vous proposons aujourd'hui un zoom sur le musée Rahimi qui se trouve au sein du palais d'Issouka. Inauguré en juin 2010, le musée de Rahimi proposait à ses débuts des objets, 29 collections au total. Mais depuis récemment, il offre à ses visiteurs le plaisir de contempler des œuvres d'art, des collections anciennes et des outils de guerre. Ce qui leur permet d'ailleurs de comprendre la vie des ancêtres africains, surtout burkinabés et précisément de cette localité. Le musée de Rahimi est le seul musée de la région qui se trouve au bord des rives d'un lac, celui du Bouk-Yemdé. Il propose également des expositions temporaires pour mettre en lumière les pans de l'histoire régionale de 2 grands peuples de la localité, à savoir les Gouroussi et les Mossi. Selon le gérant du site, Patrick Roussi, de nationalité française, l'objectif du palais d'Issouka est de valoriser les matériaux traditionnels et de lutter contre la déforestation. Il explique que le palais n'est pas un lieu d'habitation, mais un espace destiné aux activités de la chefferie traditionnelle. Durant cette semaine, nous vous installons dans la cité du Cavalier Rouge pour découvrir le palais d'Issouka et son musée qui se trouve à l'intérieur du palais. Si on veut venir visiter le musée, nous avons un bureau, on a créé une fondation qui gère un peu ce musée. Et si vous arrivez, il y a des tarifs. Quand vous viendrez là-bas, on vous dira un peu les tarifs. Et avec ça, on arrive quand même à payer l'électricité, on arrive à payer l'eau, puisque bon, jusqu'à présent c'est de ma propre poche. Alors petit à petit, je crois que cela m'a prouvé que les gens aiment la culture.
le prix qui leur est donné, bon, ils viennent, ils payent. Et nous aussi, on s'en sert pour nettoyer, pour payer tout ce qui doit être payé pour ça. Et puis notre rêve, on est en train de discuter avec le ministère de la Culture pour pouvoir créer une convention entre notre fondation qui gère le musée et le ministère pour qu'ils puissent mettre à notre disposition des guides payés par l'État et qui aident afin que nous ne puissions, parce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à avoir des ressources nécessaires pour payer des agents. Et alors qu'il faut les payer, parce que c'est un travail quand même qui est très demandant, comme on dit en anglais, bon, qui est très exigeant. Voilà. Puis j'ai été intronisé en 2005, chef, et lui, il est arrivé en 2006. J'ai dit, bon, nous allons nous partager le travail. Tout ce qui est rationnel, tout ce qui est dossier, tout ce qui est vraiment de l'ordre des statistiques, tu vas t'en charger. Maintenant, tout ce qui est traditionnel, laisse-moi, je nomme, puisque j'ai nommé 4 chefs, dont une femme chef. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est question de bonnet à Isuka. Mais lui, Patrick, s'occupe de tout ce qui est gestion. Si vous arrivez, le dôme, par exemple, a été construit de ses mains. C'est de ses mains qu'il a construit le dôme. Et c'est lui qui gère tout ça. Quand vous arrivez, les ampoules sont là, ça ne marche pas, c'est lui qui change. Il faut dire que j'ai vraiment une chance. Et je dis merci à mes ancêtres de m'avoir dirigé ce monsieur qui est là, qui ne me demande rien, puisque je n'ai pas d'argent pour le payer. À la limite, c'est même lui, par moment, qui aide un peu à boucher certains trous qui viennent d'apparaître. Merci. Je suis heureux d'avoir fait ce musée et mes grandes attentes sont que de par le pays, des personnes mieux nanties peut-être que moi, mieux placées que moi, et que le pays lui-même donne de l'importance au musée, à la question muséale. C'est très important. C'est très important. C'est vrai qu'anthropologiquement, nous autres, moi aussi, on n'aime pas la conservation. Après le décès d'un de nos membres de famille, si c'est un homme, au bout de 3 ans ou 3 mois, on dit allez, on disperse les affaires, on les partage. Sinon, il ne va pas partir. Si c'est une femme, on dit allez, on partage et puis on ramène son coupéro, c'est-à-dire son panier qu'il est porté venir. Ça, c'est anthropologiquement dans nos têtes. Mais nous devons dépasser cela pour dire non, les effets de nos aïeux doivent être montrés à nos arrière-petits-enfants. Et moi, je voudrais que cela soit. Ce sont mes grandes attentes. Si le Burkina vraiment pousse là-dessus, moi je pense que, et j'appelle les autorités à donner une importance. Il y a un musée national, mais par moment, je suis un peu sur ma soif quand je vois les affluences. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le Burkina a fait le musée, mais il faut pousser les agents qui sont... Il faut que les agents qui sont là aussi n'attendent pas du gouvernement seulement. Mais vous avez votre salaire, essayez de bouger. Moi, je ne paye pas Patrick, il bouge, ça marche. Comment ils doivent bouger? En accueillant d'abord bien. Quelqu'un qui vient dans un musée qui n'est pas accueilli, tu arrives, les gens ont les bras croisés, alors on ne sait pas, tu poses une question ici, on ne peut même pas répondre. La personne, tu demandes les toilettes, elles sont sales, ça ne peut pas attirer les gens. Chez nous, nous avons mis tout ça au point. Quand les ambassadeurs arrivent pour visiter notre musée, depuis Ouagadougou, la première des choses, nous indiquons les toilettes qui sont propres. Ça, c'est très important. Toilettes pour les hommes, toilettes pour les femmes. Puisque vous, les femmes, vous avez besoin d'un lieu spécial. Et vous voyez, ce sont tous ces éléments que je demande à tous ceux qui veulent mettre des musées en place au Burkina Faso de tenir compte. Et ça, je serai heureux. Je vais mourir en paix en disant que voilà ce que j'ai essayé d'apporter au Burkina Faso. Moi, je ne peux pas concevoir qu'ailleurs, même les anciens présidents ont des musées, ont créé des musées. Si Jacques Chirac a fait les musées, Mitterrand en a fait, John Kennedy a le musée, John Kennedy. Mais il faut que nos dirigeants aussi se réveillent pour dire tous les cadeaux que je reçois en tant que président. Moi, je ne dois pas les laisser comme ça. Je veux créer un petit musée, un musée ceci, un musée cela. Et tout ce qui se passe, que nous puissions vraiment garder. Et si nous les gardons, vous voyez que nos petits-enfants, nous le revaudrons beaucoup, beaucoup. Et ils vont s'établir dessus pour le développement. Sinon, ils ne voient rien de nos ancêtres.
ils ne regardent que nos gens sur Facebook. Ça ne construit pas un pays. Vous écoutez à l'instant Navasaga Premier, chef d'Isoka, à propos justement donc de ce palais-là que nous découvrons cette semaine. Merci de votre attention. On va s'arrêter ici pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Rendez-vous demain et comme on vous l'a annoncé tout au long de cette semaine. Demain, nous serons à Koudrou, en direct donc du palais Masme du chef d'Isoka pour vous faire découvrir encore plus le palais et vous faire découvrir Koudrou à travers ce numéro spécial de Bonjour le Faso que nous vous proposons depuis, voilà, ça sera depuis notamment le palais Isoka de Navasaga Premier. Merci de votre attention et à demain à partir de 7h30 sur Savane TV. Allez.